Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Margot Sabag. Bonjour Margot. Bonjour Laurent. Alors Margot, tu es ingénieure de développement génétique et sélection à l'IFCE et tu es située sur le site du PAN. Oui. Alors on va essayer Margot de parler aujourd'hui de l'indexation, des indices de performance et des indices génétiques. Et on va faire ça, pour faire simple, en 5 questions. Alors déjà, peux-tu nous résumer ce que c'est que l'indexation ? Alors souvent, chez les équidés, quand on parle d'indexation, les gens pensent tout de suite sport. En fait, l'indexation, ça peut toucher plein de domaines. C'est une analyse de données récupérées sur des chevaux, que ce soit des performances sportives ou par exemple des notes de modèles et allures, qui nous permettent de faire une estimation du potentiel génétique et, dans le cas des performances sportives, un résumé des performances du cheval sur une période donnée. Alors première question, Margot. Quelle est la différence entre un indice de performance et un indice génétique ? Alors, un indice de performance, c'est les résumés des performances du cheval, soit sur une saison de compétition, ce qui est le cas pour les courses et aussi les disciplines olympiques, soit sur l'ensemble de sa carrière, ce qui est le cas pour les compétitions d'endurance. Donc, tous les ans, sauf pour l'endurance, on remet à zéro entre guillemets, le compteur du cheval et on va regarder l'ensemble de ses performances qui nous sont remontées soit par la FFE, soit par la SHF, la SETF ou France Gallo dans le cas des performances qu'on lui a en France, ou pour les performances des chevaux qui sont vendus à l'étranger mais qui sont montés par des cavaliers étrangers, qui nous sont remontés par le Stud Buxel français, l'ACA ou la NPFS. Toutes ces performances sont analysées et nous permettent de faire une espèce de toile d'araignée, un grand filet qui permet de relier tous les chevaux qui font de la compétition les uns aux autres pour pouvoir les classer, entre guillemets, du meilleur au moins bon. Et ces performances, elles sont prises, tu l'as dit, sur une année. C'est pas une année civile. C'est pas une année civile. C'est une année qui va de fin septembre à fin septembre, qui historiquement était la date des championnats de France Pro de CSO de dressage et de concours complet. Même si les dates ont bougé, on a gardé ces dates-là parce que ça permet d'avoir des indices qui sont calculés et mis à jour pour la saison de reproduction, donc avant la fin de l'année. Et quelles sont les performances qui sont prises en compte ? Est-ce que c'est les gains ou un autre critère ? Les performances qui sont prises en compte sont le niveau d'épreuve sur lequel le cheval concourt. Donc, pour le saut d'obstacle, par exemple, la hauteur, mais aussi le type de barème, Grand Prix, vitesse, et le classement du cheval sur une compétition, classement qui tient compte bien sûr du classement du cheval, mais aussi du nombre de concurrents qu'il rencontre, parce qu'être premier sur 2 n'est pas la même difficulté qu'être premier sur 50 chevaux. Alors ça, ce sont les indices de performance, et on vient de le dire, leur synthèse va nous permettre d'élaborer des indices de génétique, donc maintenant, peux-tu nous détailler le mode de calcul de ces indices ? Alors, les indices génétiques sont une estimation du potentiel génétique du cheval pour un caractère particulier, donc soit une aptitude sportive ou de course ou une aptitude morphologique, la forme de l'encolure par exemple. C'est basé sur l'estimation donc de mon cheval, mais aussi de sa famille, parce qu'on parle ici de génétique. Donc, on va prendre toutes les informations qu'on peut avoir sur le cheval en lui-même, mais aussi sur ses parents, ses apparentés et éventuellement ses descendants quand il y en a. Plus on va avoir d'informations, plus on va avoir de la fiabilité et donc des indices génétiques fiables qui seront disponibles pour les éleveurs. Alors ça va être publié quand ? Alors, les indices génétiques et les indices de performance au niveau sportif sont calculés en fin d'année et publiés début décembre pour que les étalonniers et les éleveurs puissent commencer à raisonner à la saison de monte qui va arriver au printemps. Alors, il y a aujourd'hui une nouvelle méthode qui est en train de prendre un petit peu d'essor, puisque là, on calcule des indices génétiques à partir de performances,
Mais bientôt, on pourra les calculer à partir de la génomique. Effectivement, on est à un passage de transition où on va avoir de plus en plus de chevaux génotypés. On a aujourd'hui quelques milliers de chevaux qui sont déjà génotypés grâce à différents programmes de recherche et on a pu intégrer ces données de génotypage dans le calcul qu'on faisait classiquement des indices génétiques. Ce type d'information des génotypages nous permet par exemple de faire la différence entre deux pleins frères et d'avoir une meilleure estimation de chaque individu en partant pas du principe statistique qu'ils ont reçu tous les deux la même part d'informations de leurs parents, mais de voir quels sont effectivement leurs points communs et leurs différences. Oui, c'est parce que là, on va aller jusqu'au gène, effectivement. Alors, on rappelle d'ailleurs qu'on a fait un podcast avec toi, Margot, là-dessus. On a fait un podcast sur la génomique et effectivement, on va jusqu'au gène, on va analyser le génome du cheval sur 60 000 points, ce qui va nous permettre de le connaître encore mieux dans le futur. Alors, comment sont présentés ces indices ? Que ce soit les indices génétiques ou les indices de performance, on a une répartition en forme de loi normale. Donc, on a une courbe de Gauss, une courbe un peu en cloche pour ceux qui ne sont pas mathématiciens, qui est centrée soit sur 100, donc avec le maximum de chevaux à 100 pour l'indice de performance, soit sur 0 pour les indices de génétique pour les disciplines olympiques. Donc, ceux qui sont en positif sont améliorateurs. Dans les disciplines olympiques, ceux qui sont en positif sont améliorateurs. Et pour l'indice de performance, quand on est au-dessus de 100, on est meilleur que la moyenne. Alors, on arrive maintenant à la deuxième question, Margot. Qu'est-ce qu'un bon indice de performance ? Un bon indice de performance, déjà, il faut savoir que les seuils vont être identiques, quelles que soient les disciplines. Donc, une valeur d'indice pour du CSO et une valeur d'indice pour du concours complet ou des courses au trot, par exemple, vont être comparables. On a dit que les indices étaient centrés sur 100, c'est-à-dire que la moyenne et la médiane sont à 100. Ce qui correspond à 50% des chevaux ont un indice supérieur à 100, un indice de performance supérieur à 100, et 50% des chevaux ont un indice inférieur à 100. Ces statistiques sont vraies pour les chevaux d'âge, c'est-à-dire les chevaux de 7 ans et plus, et on peut même donner d'autres seuils. 10% des chevaux ont un indice supérieur à 120, et 2% des chevaux ont un indice supérieur à 140. Oui, cette répartition, elle concerne toutes les disciplines olympiques. Et pour les jeunes chevaux, le calcul est un petit peu différent ? Le calcul est le même, mais la répartition des chevaux n'est pas tout à fait la même parce qu'on leur demande des efforts moins techniques que les chevaux de 7 ans et plus. Donc, pour un 4 ans, par exemple, en saut d'obstacle, les 1% meilleurs de leur génération vont atteindre l'indice 120, ce qui correspond pour des chevaux d'âge aux 10% meilleurs. C'est dû aux épreuves sur lesquelles ils concourent et aux difficultés d'épreuves pour les jeunes chevaux. Ces indices, ils vont servir aussi au calcul de système d'encouragement ? Oui, alors l'indice de performance peut servir au calcul de la passe, notamment, avec la fameuse barre des 120 que les éleveurs espèrent tous obtenir. Cependant, il faut prendre en compte qu'on travaille sur des grands nombres. On a tous les ans entre 50 et 55 000 chevaux qui tournent sur des épreuves de CSO. Et d'un point de vue statistique, un indice 119 va être la même chose qu'un indice 120, même si les conséquences pécuniaires ne sont pas les mêmes pour les éleveurs. Oui, effectivement, c'est une toute petite nuance, mais qui fait qu'on accède ou pas à la prime passe. Alors, je vais te poser maintenant la troisième question. Qu'est-ce qu'un bon indice génétique ? Alors, déjà, je vous ai donné des seuils pour les indices de performance. Donner des seuils pour les indices génétiques, c'est compliqué parce que on travaille pas de la même façon sur la voie mâle et sur la voie femelle chez les équidés en France. Mais avant de parler de bonnes ou de mauvais indices génétiques, il faut rappeler quelques bases, comme notamment le progrès génétique. Nos éleveurs travaillent bien, on a tous les ans un progrès génétique, quelle que soit la discipline, d'environ 1 point par an. Mais ce progrès génétique, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le gain génétique que font les chevaux d'une génération à l'autre, et donc il dépend de l'intensité de sélection, qui n'est pas toujours la même sur la voie femelle et sur la voie mâle chez les équidés, avec notamment des races qui imposent une approbation pour les mâles et qui laissent toutes les femelles aptes à reproduire. Et ce progrès génétique dépend aussi de l'intervalle de génération, c'est-à-dire de l'âge à la mise à la reproduction et du temps dont vont être utilisés les reproducteurs. Si on veut favoriser du progrès génétique au sein d'une population, il faut plutôt utiliser des jeunes reproducteurs pour diminuer certains intervalles de génération et donc faire gagner du progrès génétique. Ça va dépendre aussi de l'héritabilité des caractères ? Ça dépend aussi de l'héritabilité des caractères. C'est donc pour ça qu'il est plus difficile de sélectionner des chevaux pour faire du concours complet, qui est une discipline qui rassemble à la fois du dressage, du CSO et du cross, que de sélectionner pour du dressage pur, par exemple. Alors après, pour donner des seuils, ça dépend de chaque discipline, j'ai envie de dire, et de la sélection qui est faite dans les différentes disciplines.
Alors, il y a aussi des disciplines qui travaillent en base fixe et d'autres en base mobile. Oui, alors le trot est une discipline qui travaille en base fixe, c'est-à-dire que le 0, donc la base de la population, correspond aux chevaux nés dans les années 1970. La population prenant un point de progrès génétique par an, les poulains nés en 2024 ont un indice moyen de 54. Ce qui fait que pour un éleveur novice qui n'a pas l'habitude d'utiliser cet outil, savoir placer sa jument ou un potentiel étalon par rapport à cet indice n'est pas toujours fiable parce qu'il faut connaître la moyenne des poulains nés une année donnée. Alors ça, c'est pas vrai pour les performances des disciplines olympiques. Pour les disciplines olympiques, il a été choisi de travailler en base mobile. C'est plus simple pour les éleveurs, surtout pour les éleveurs dits amateurs qui ne suivent pas l'outil dans le temps. C'est-à-dire que le 0 correspond à l'ensemble des jeunes chevaux et du coup, par conséquent, un indice positif et améliorateur, un indice négatif et détériorateur. Juste toute petite subtilité pour les poneys où ce sont les jeunes chevaux qui ont été testés en compétition qui nous servent de base pour fixer le 0. Alors Margot, on vient de voir ce que c'était qu'un bon indice de performance et un bon indice génétique. Maintenant, j'arrive à la 4e question. Que signifient les petites parenthèses qu'il y a derrière ces indices ? Alors, les petites parenthèses qui sont souvent oubliées quand les indices sont repris, soit dans des catalogues étalons, soit dans des publications sur les réseaux sociaux, sont très importantes et j'ai même envie de dire aussi importantes que l'indice en lui-même. Le chiffre entre parenthèses donne la fiabilité de l'indice. Ça s'appelle soit le coefficient de précision quand on parle de l'indice de performance, soit le coefficient de détermination quand on parle de l'indice génétique, mais en fait, ils ont exactement le même rôle. C'est un chiffre compris entre 0 et 1. 0 veut dire que l'indice est non fiable et souvent il est non publié, et 1 que l'indice est très fiable, c'est-à-dire qu'on est sûr de l'information qui est diffusée. Si on veut retenir des seuils, on peut retenir qu'au-dessus de 0,6, notre indice a une bonne précision et au-dessus de 0,8, notre indice a une précision élevée. Alors ça va dépendre de quoi ? Du nombre de performances pour l'indice de performance ? Pour l'indice de performance, ça dépend du nombre de performances et aussi du nombre de concurrents. Si je tourne dans une région qui a peu de concurrents, je vais avoir du mal à gagner en fiabilité parce que je vais toujours gagner contre les mêmes chevaux, alors que si je tourne dans une région où il y a beaucoup de chevaux, ça va être plus facile de me placer dans mon espèce de toile d'araignée par rapport à l'ensemble des 55 000 chevaux qui font du concours. Et pour l'indice génétique, qu'est-ce qui va augmenter la précision de cet indice ? Alors pour l'indice génétique, les performances de mes parents vont jouer. Donc si j'ai des parents testés en compétition, ça va jouer. Mes propres performances, donc si j'ai fait de la compétition, on connaît mon niveau, donc ça va influer sur l'estimation de mon potentiel génétique. Et l'ensemble des produits testés, j'insiste sur le fait de tester, il suffit pas d'avoir de la production, il faut que celle-ci soit testée dans la discipline voulue pour qu'on gagne en fiabilité. Et puis, avec les nouvelles technologies qui arrivent, le nombre de produits génotypés et éventuellement mon génotypage vont me permettre de gagner en fiabilité et donc d'avoir un chiffre entre parenthèses le plus proche de 1. Oui, c'est pour ça que les meilleurs étalons qui ont aujourd'hui un très grand nombre de produits testés vont atteindre pratiquement 0,99, c'est ça ? C'est ça, on a quelques étalons qui atteignent 0,99 ou 1, suivant comment ça a été arrondi pour la publication. Et ces chevaux ont été testés en compétition et ont des centaines de produits testés eux-mêmes en compétition et qui sont eux-mêmes potentiellement reproducteurs. Alors Margot, j'arrive maintenant à la dernière question, la question numéro 5. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'un bon indice génétique va garantir un bon indice de performance ? Alors, si c'était le cas, dans tous les cas, ce serait trop facile, j'ai envie de dire. Mais un bon indice génétique veut dire partir avec un bon potentiel et effectivement, ça veut dire mettre toutes les chances de son côté. Donc, si on veut produire dans une discipline pour laquelle on calcule les indices génétiques, il vaut mieux partir avec le meilleur indice génétique possible pour espérer être performant. Oui, ce sont des probabilités. Est-ce qu'on va pouvoir malgré tout trouver une relation entre un indice génétique de départ et ensuite un indice de performance ultérieurement ? Alors, il y a une relation assez linéaire, en saut d'obstacle notamment, avec le BSO à 3 ans, donc c'est-à-dire avant que j'ai des performances, et l'ISO à 8 ans, donc quand le cheval a atteint un âge mûr. Si on veut espérer avoir un ISO au moins de 100 à 8 ans, il faut qu'à 3 ans, on ait un BSO qui soit supérieur ou égal à 8. Donc, il y a bien quand même une relation assez linéaire entre ces deux indices. Est-ce qu'on peut considérer finalement que ces indices sont des moyennes, ces indices génétiques ? Ce sont des moyennes. Alors après, il y a toujours des exceptions.
comme dans toute règle, il y a une exception qui confirme la règle. Ce sont des moyennes et ça peut permettre, notamment lorsqu'une jeune jument a été accidentée, d'estimer le potentiel sportif qu'elle aurait eu plus tard avant de potentiellement la mettre à la reproduction. Et ça va être intéressant à l'échelle d'une population. À l'échelle d'une population, c'est intéressant et ça permet de voir si nos estimations aussi de potentiel génétique sont bonnes et de garantir des outils fiables pour nos éleveurs. Alors, ces indices génétiques, tu viens de le dire, sont plus intéressants à l'échelle d'une population puisque ce sont des moyennes. On peut quand même espérer qu'avec le développement de la génomique, on va pouvoir avoir quelque chose de très précis à l'échelle individuelle. Alors, effectivement, aujourd'hui, à l'échelle individuelle, notamment à 3 ans, on a une précision qui ne pourra pas être supérieure à 0,4. Donc, c'est une fiabilité encore assez faible de l'indice. Mais cette fiabilité peut pas être plus élevée tant que le cheval n'a pas fait de compétition et n'a pas eu de performance. Avec l'arrivée de la génomique et l'intégration des génotypages dans le calcul de l'indice génétique, on espère pouvoir gagner en précision, gagner en fiabilité et avoir des indices très fiables dès la naissance, comme c'est notamment le cas chez les bovins. Après, il faut faire attention de ne pas sélectionner que sur cet indice génétique quand on aura des indices très fiables à la naissance et de prendre en compte notamment les aspects diversité génétique et maladie qui vont être combinés du coup à l'information génétique quand on va raisonner les croisements. Et ça, c'est pas pour tout de suite, c'est à échéance de combien d'années à peu près ? Aujourd'hui, on a du génotypage sur quelques milliers de chevaux. Le génotypage va passer très rapidement à grande échelle sur tous les chevaux qui font du contrôle de filiation. On peut espérer que dans moins de 10 ans, on ait des indices qui soient très fiables. Alors, je voudrais maintenant qu'on résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, Margot. Finalement, ce sont des outils qui sont accessibles à tous, on le rappelle, et qui peuvent servir à la fois aux éleveurs, mais aussi aux organismes de sélection. Oui, certains organismes de sélection utilisent ces outils pour choisir des reproducteurs. On peut citer l'exemple notamment des poneys français de selle qui permettent aux mâles qui ont un BPO, donc c'est un indice de poney obstacle génétique supérieur à 7 avec une fiabilité de 0,40, d'avoir une autorisation à produire, c'est-à-dire d'avoir des produits qui seront inscriptibles au studbook poney français de selle sans passer par le schéma classique de l'agrément des états. Et ils sont accessibles sur InfoChevaux. Tous les indices sont accessibles sur InfoChevaux. On y retrouve l'historique de tous les indices de performance, ce qui est un grand plus de notre pays. Et par contre, pour l'indice génétique, on ne va publier que le dernier calculé, qui est celui qui est le calculé avec le plus d'informations et donc qui est le plus fiable. Toujours à peu près en décembre de chaque année. Toujours à peu près en décembre. Et ça va servir aussi à développer des programmes de soutien pour les organismes de sélection, comme par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, la Prime Pass. La Prime Pass sert à développer des encouragements aux éleveurs et en se basant sur cet indice 120 qui aujourd'hui est cependant un peu modulé pour essayer de faire du progrès génétique. Et donc les règles d'attribution suivant les studbooks peuvent être plus ou moins favorables à l'éleveur suivant l'âge de mise à la reproduction des juments. Et est-ce que les autres pays utilisent ces outils également ? Alors dans tous les pays qui ont une filière équine importante, on retrouve des indices génétiques. Cependant, les indices génétiques des différents pays ne sont pas faits avec la même méthode de calcul. Et il faut aussi prendre en compte que quand on calcule l'indice génétique d'un étalon, on prend ses performances, les performances de ses produits, mais aussi le niveau génétique des mères qui lui sont attribuées. Et donc, en fait, indirectement, on s'adapte à la jumenterie locale. On peut donc trouver, pour des étalons qui produisent dans plusieurs studbooks, des indices génétiques différents d'un pays à l'autre. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, de Diamant de Sémilly, qui, pour les indices génétiques morphologiques en France, est améliorateur dans les 3 allures, le pas, le trot et le galop. Par contre, en Suède, qui est un pays qui sélectionne un peu plus pour des chevaux de dressage, certes, Diamant est améliorateur au galop, mais a un indice négatif, donc détériorateur au pas et au trot. Merci Margot. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.